Dans le cas des négociations, J.D. Vance a soudainement quitté Islamabad au Pakistan, puis Donald Trump a annoncé un blocus des ports iraniens. Que signifie blocus, selon vous? Il s'enferme dans sa psyché d'enfant de 4 ans. Ce serait la meilleure définition. Il pense que c'est un coup de génie. Dans son esprit, l'Iran bloque le monde, ce qui n'est pas le cas. De toute évidence, personne ne lui a expliqué comment fonctionne le passage à 5 niveaux du détroit d'Ormuz. Donc, dans son esprit très enfantin, c'est comme « D'accord, je vais les bloquer, l'Iran tout entier. Non seulement le détroit d'Ormuz, mais tous les ports iraniens. » C'est « D'accord, stupide ne suffit même pas à le décrire. D'abord, pour imposer un blocus, il faut une armada. Où est l'armada américaine? Nulle part en vue. Personne ne sait où elle se trouve. Enfin, en réalité, certains savent où se trouve une partie d'entre elles. Laquelle? Elle est dans la mer d'Arabie, mais très très loin du Golfe. Abraham Lincoln. C'est Abraham Lincoln. Désolé. Mon cerveau est en bouillie. Très bien. L'Abraham Lincoln se trouve, disons, dans la partie est du golfe d'Oman, pratiquement dans la mer d'Arabie, plus dans la mer d'Arabie que dans le golfe d'Oman. Et les autres connards, eux, sont au large des côtes de Namibie, le George H.W. Bush. Pourquoi? Parce qu'ils sont lâches. Ils ne peuvent pas aller vers l'ouest et traverser la mer Rouge. Parce que devine qui les attend là-bas? Nos amis de Saada, les Houthis. Alors ils contournent l'Afrique pour échapper aux Houthis. Rien que ça, c'est absolument incroyable, non? Donc ils ont quoi? 2 ou 3 destroyers? Pas grand-chose. Je parlais avec Nima avant qu'on commence. J'ai écrit 2 articles d'affilée, hier et aujourd'hui. Mais comme le processus éditorial est si lent, au moment où nous parlions, il était 22 heures en Asie du Sud-Est, 18 heures à Moscou, les articles n'avaient toujours pas été publiés. Dans le premier article, que vous verrez plus tard, je détaille toutes les exigences minimales nécessaires pour que cette armada invincible commence à appliquer un blocus sur la base de calculs militaires. Et même l'un de ces militaires américains, éternellement à la retraite, qui deviennent des commentateurs sur CNN, en l'occurrence Stavridis, disait « Écoutez, il va nous falloir tout cela, et nous ne l'avons pas. » Tout cela est donc détaillé dans la chronique. Tant qu'ils n'auront pas rassemblé toute cette armada en position, cela prendra pas mal de temps. Pour le moment, techniquement, nous avons un blocus parce que le CENTCOM a déclaré qu'il y avait un blocus. Because CENTCOM said there is a blockade. But apparently it's a blockade in 2 parallel tracks. Mais apparemment, il s'agit d'un blocus à 2 niveaux parallèles. L'un vise uniquement les navires iraniens et ceux qui font la navette avec l'Iran. Ceux-là sont bloqués. Théoriquement, tous les autres ne le sont pas. Cela signifie les navires occidentaux, ceux alignés sur les États-Unis, l'Europe, la Corée du Sud, le Japon, peu importe, venant d'autres ports du Golfe Persique, par exemple des Émirats. Alors, comment vont-ils faire pour appliquer et contrôler tout cela? Et compte tenu de la lenteur du fonctionnement du Pentagone, cela pourrait prendre des mois à se mettre en place. Pas des semaines, des mois. Pour l'instant, nous avons déjà eu un cas remarquable aujourd'hui. Le premier navire qui, après la proclamation du blocus, a effectivement traversé le détroit d'Ormuz. Très important. Appartenant à des Chinois. Il diffusait sur une fréquence ouverte, visible par tous les traceurs de la planète, propriété chinoise, avec un équipage chinois. Tout le monde sait que cela appartient à une entreprise chinoise de Shanghai, mais le navire navigue sous pavillon du Malawi. Très très intéressant. Et encore plus intéressant, il n'est pas parti d'Iran, mais de Sharjah, aux Émirats. Donc, techniquement, ce n'est pas une cible pour les Américains, puisqu'il a quitté un port non iranien. Ils ont donc laissé passer. Ils ont payé le péage en crypto-yuan. Aucun problème. Mais cela signifie que techniquement, le blocus existe, sans être appliqué. Ils ne savent pas comment le faire respecter. Par exemple,
Aucun navire américain n'a été envoyé pour vérifier si ce pétrolier était bien ce qu'il prétendait être. Rien. Donc encore une fois, Nima, c'est une gigantesque opération de relations publiques, n'est-ce pas? En gros, personne ne sait comment ça va être appliqué, comment ils vont gérer cette armada invisible, combien de temps ça va prendre. Et pire encore, bien pire, et cela m'a été confirmé par l'une de mes sources chinoises, c'est que s'ils commencent à menacer ou à harceler des pétroliers chinois, je ne parle même pas des pétroliers de la flotte fantôme iranienne se rendant en Chine, mais de pétroliers appartenant à des Chinois, comme celui qui a traversé aujourd'hui, il appartient à des Chinois, navigue sous pavillon du Malawi. La marine de l'APL va envoyer un groupe opérationnel. Et ce groupe sera très proche du groupe opérationnel américain opposé. Alors, peux-tu imaginer, Nima, qu'entre la mer d'Oman et la mer d'Arabie, nous aurons pratiquement un face-à-face entre la marine de l'APL et la marine américaine. Et c'est une affaire conclue. Les Chinois attendent simplement de voir si le CENTCOM aura le courage, avant tout, d'intercepter un pétrolier chinois. Vont-ils m'aborder ce pétrolier chinois? Vont-ils le rediriger vers Djibouti, par exemple? Donnez-nous un exemple. Ou vont-ils essayer de couler un pétrolier chinois s'il refuse d'obtempérer? C'est ce que le monde entier attend de voir. Si les choses tournent mal, c'est là que nous nous dirigeons. Et tout cela pour te dire, Nima, ainsi qu'à notre public, qu'il ne s'agit pas d'un blocus de l'Iran. C'est essentiellement un blocus de la Chine, déguisé en blocus des ports iraniens. C'est le Saint Graal américain qui va de pair avec quelque chose de très inquiétant qui se passe en ce moment du côté de l'Indonésie. Les Indonésiens essaient de couvrir leurs arrières en matière de politique étrangère. Ainsi, Prabowo est allé à Moscou où il a rencontré Poutine hier et a déclaré « Nous avons besoin de plus de collaboration sur les champs pétrolifères, etc. Blablabla. » Mais ils ont aussi leur ministre de la Défense qui signe une sorte de partenariat avec le secrétaire des guerres éternelles à Washington. Nous ne connaissons toujours pas les détails de tout cela. Ce qui circule à Washington, c'est que, tôt ou tard, les Américains vont commencer à envoyer des troupes pour des entraînements en Indonésie. Peux-tu imaginer la réaction des Chinois, des Russes et des autres membres des BRICS en voyant cela? Évidemment, ils vont décrocher le téléphone et dire « D'accord, à quoi jouez-vous? Nous avons facilité votre adhésion aux BRICS en tant que membre à part entière. » Et tu arrives maintenant avec ce gadget. Nous ne savons toujours pas comment cela va évoluer, mais c'est très inquiétant pour une seule raison, plus grande que nature. Devine quel pays borde le détroit de Malacca? La Malaisie et l'Indonésie, pas Singapour. Singapour est plus bas, le détroit lui-même se trouve entre eux. J'ai moi-même traversé le détroit en naviguant il y a de nombreuses années. D'un côté, c'est la Malaisie, de l'autre, l'Indonésie. Voilà le détroit de Malacca. Et évidemment, tous ceux qui suivent Mackinder, Spikeman, Mahan, peu importe, tout le blabla sur l'Eurasie, le Heartland, le Rimland et tout le reste, savent que la Chine a commencé à diversifier ses sources d'énergie pour échapper à Malacca. J'écris là-dessus depuis plus de 20 ans. C'est l'une des grandes histoires du XXIe siècle. Comment la Chine a réussi jusqu'à présent à échapper au détroit de Malacca? Mais pas tout le temps. Parce que tout ce qui vient du golfe Persique passe par la mer d'Arabie, doit traverser le détroit de Malacca pour atteindre la mer de Chine méridionale, puis la Chine. Donc la Chine reste, je dirais, l'otage du détroit de Malacca. Mais on peut voir que le jeu américain est toujours le même. Il est thalassocratique. Après Britannia rules the waves, c'est America rules the waves et le contrôle des goulets d'étranglement. Donc s'ils ne peuvent pas obtenir ce qu'ils veulent à Hormuz,
ce qui serait un très, très grand revers. Ils se concentreront sur Malacca. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est pourquoi tout cela est très, très inquiétant. Et cela se produit en même temps. Je pense que la difficulté pratique à laquelle les États-Unis sont confrontés en ce moment, comme vous l'avez mentionné, est que le porte-avions Abraham Lincoln se trouve loin des côtes iraniennes. Alors, comment vont-ils pouvoir bloquer le détroit d'Ormuz ou cette voie navigable? Parce que c'est... Bonne question, Nima, parce qu'ils n'ont pas le courage d'entrer dans le golfe Persique ou le détroit d'Ormuz. Ils vont bloquer la sortie. Et cette sortie est très très loin. Elle se trouve dans le golfe d'Oman. C'est exactement cette zone, le golfe d'Oman. C'est la même mer. C'est ridicule, mais c'est la même mer. Je conduisais là-bas l'année dernière quand nous tournions notre documentaire. C'est magnifique. La côte du Makran, dans le sud-est de l'Iran, dans la province du Sistan et Baloutchistan, jusqu'à la frontière entre l'Iran et le Pakistan. Du port de Chabahar, dans le Sistan et Baloutchistan en Iran, au port de Gwadar, sur la mer d'Arabie, au Baloutchistan, au Pakistan, il y a moins de 100 kilomètres. Et quelque part entre les deux, nous avons cette division artificielle entre le golfe d'Oman et la mer d'Arabie. C'est essentiellement la même chose, mais il y a une frontière artificielle au milieu. Les Américains se trouvent du côté est de cette frontière. Ils n'oseront pas s'approcher davantage à l'intérieur du golfe d'Oman, car ils seraient très proches de Chabahar, et il y a une base militaire là-bas. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, les Américains ont déjà bombardé cette base à Chabahar. Ils vont donc rester très loin. La ligne de blocus américaine, si l'on peut l'appeler ainsi, se situera quelque part entre le golfe d'Oman et la mer d'Arabie, encore une fois très loin du détroit d'Ormuz. C'est aussi très large, mais nous savons qu'ils devraient utiliser une sorte de vedette rapide pour faire ça. Sans vedette rapide, ils ne pourraient pas le faire. C'est impossible. Inconnu. Et des hélicoptères, Nima. Pour embarquer sur un navire, il faut un mélange de vedettes rapides et d'hélicoptères. Beaucoup d'hélicoptères. Ou peut-être des drones. Des drones aussi. Mais les défenses iraniennes, elles savent tout cela. Et elles sont prépositionnées tout le long de la côte, y compris le long du Sistan-Baloutchistan, jusqu'à la frontière. Donc, waouh, les possibilités d'affrontement sérieux sont énormes, bien sûr. Et ça va être vraiment intense. Il leur faudrait une armada massive pour faire ça. Et ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont tout simplement pas. Ces deux porte-avions vont être des cibles faciles, où qu'ils soient, Nima. Des cibles faciles pour les missiles balistiques iraniens à longue portée. Peu importe qu'ils soient à 800 km du détroit d'Ormuz. Peu importe. Pour les missiles iraniens positionnés sur la côte sud, près du golfe Persique, ce n'est pas un problème. Ils ont une portée de 1500. Aucun problème. Donc la seule explication plausible pour le moment, c'est que, encore une fois, il s'agit d'un coup de communication. C'est, disons, un autre instrument pour voir si l'Iran cède. Évidemment, l'Iran ne va pas céder. Cela interfère, bien sûr, avec la possibilité de poursuivre les négociations. Par exemple, les Pakistanais s'agitent dans tous les sens en affirmant qu'il y aura une autre réunion jeudi. Il n'y a aucune confirmation nulle part, ni à Téhéran, ni à Washington, ni ailleurs, qu'une autre réunion aura lieu jeudi. Pour l'instant, les gens digèrent encore ce qui s'est passé samedi. Et maintenant, nous avons une assez bonne idée de ce qui s'est passé, grâce à nos amis comme le professeur Marandi, grâce aux membres iraniens du Parlement qui étaient dans la salle. Et quand on lit ce qu'ils ont dit, c'est stupéfiant.
Mais quelque chose que nous soupçonnions déjà, les bribes d'informations, c'est que les Américains n'avaient absolument aucune idée des dossiers techniques. Ils n'y comprenaient rien. Nous le savions déjà. Deuxièmement, apparemment, selon Araksha lui-même, au début, la conversation avec Vance était relativement civilisée. Mais après l'ingérence directe du génocidaire à Tel Aviv, tout est parti en vrille. Je pense que cela est confirmé par toutes les sources du côté iranien et par certaines sources pakistanaises également. Donc les gens sont encore en train de digérer tout cela et se demandent, d'accord, pourquoi sont-ils allés à Islamabad au départ? Pour gagner du temps, évidemment. Ensuite, d'une certaine manière, pour jeter de l'huile sur le feu. Trump est un personnage vraiment odieux, et il le savait. C'est pourquoi il n'a pas envoyé Marco Rubio au départ. That's why he didn't send Marco Rubio in the first place. They went to see a bloody Ils sont allés voir un fichu combat de l'UFC le soir de la négociation diplomatique la plus importante de l'histoire des relations entre les États-Unis et l'Iran depuis 47 ans. C'est pathétique. C'est pathétique. Et ils ont mis Vance en première ligne, sachant qu'il n'avait aucune autonomie pour décider de quoi que ce soit. D'où ces 12 coups de téléphone, peut-être, à la Maison-Blanche. Il ne pouvait rien décider sur le moment. Et puis à la fin, il a sorti cette excuse stupide. L'Iran n'était pas prêt à accepter notre offre finale. Quel genre de négociation est-ce que c'est? Ces idiots. Très bien, envoyez ces idiots dans un bazar de tapis en Iran pour qu'ils apprennent comment fonctionne l'art de la négociation. Voilà comment fonctionne l'art de la négociation. Évidemment, ils n'y comprennent rien. Donc, la possibilité d'une autre rencontre cette semaine, je dirais qu'elle est minimale, surtout dans 2 jours. Je ne pense pas que cela arrivera. Mais c'est là où nous en sommes pour le moment, Nima. Au moins, nous avons maintenant une assez bonne idée de ce qui s'est réellement passé à Islamabad. Et je dirais qu'il faut rendre hommage aux Pakistanais, car ils ont tout essayé, indépendamment de notre jugement sur l'actuelle, disons, junte militaire et la population civile. Ces types, le régime actuel à Islamabad, ont vraiment travaillé d'arrache-pied. Et encore une fois, j'en ai parlé ailleurs, mais je pense que c'est important pour notre public. Il y a une photo remarquable. Je crois qu'elle a été prise par un photographe pakistanais. On voit le dos de Vance, pas son visage, mais on voit le visage du ministre pakistanais des Affaires étrangères, Dar, et il est absolument abattu. Il a l'air de vouloir se suicider. Mais sur le côté droit de la photo, en train de parler à Vance, on voit le maréchal Asim Munir. Et on peut lire sur son visage, il est furieux à mort. Furieux à mort. On ne peut pas paraphraser, même si on ne sait pas exactement ce qu'il disait, mais on comprend qu'il disait à Vance, « Alors tu viens dans mon pays pour tout gâcher après tout le travail qu'on a fait pour mettre ça en place? Réfléchis sérieusement à ce que tu fais. » Et Munir, voyons, Munir n'est intimidé par personne. Un requin se met devant Munir. Le requin s'enfuit. Donc j'imagine que Vance, qui n'a aucune expérience internationale, surtout à ce niveau, devait être terrifié, non? Je pense que cette photo en dit long sur ce qui s'est passé en coulisses. Je pense qu'il a vu la qualité du négociateur iranien. En gros, il n'est même pas comparable à Kalibaf. Beaucoup de gens ne connaissent pas Kalibaf. Il est gigantesque. D'accord, Nima. Dis-nous ce que tu sais sur Kalibaf, en 1 minute. D'accord. Il a beaucoup d'expérience, Pepe. Il a révolutionné la police, tout le système policier de l'Iran. Bien avant cela, il y a peut-être 20 ans ou plus, il était le maire de Téhéran. En ce moment, il est le président du Parlement. Mais il est gigantesque en matière de négociation. Ses compétences, sa capacité à négocier, à parler, il est tout simplement incroyable. Il n'est même pas comparable à J.D. Vance. Je dirais qu'aucune des personnes qui étaient à Islamabad pour négocier n'a la moindre idée de qui sont vraiment ces gens.
clue about who are these people. I think J.D. Vance, when you hear J.D. Vance talking Je pense que about J.D. Vance, quand on l'entend parler, tu sais, avant de quitter Islamabad, il s'est simplement demandé, mais qui sont ces gens? Parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Ils ont une autorité totale dans ce qu'ils font. Ils savent exactement ce qu'ils font. Et ils disposent de tout le cadre fourni par la direction iranienne. Ils n'ont pas besoin d'appeler qui que ce soit en Iran. Mais Kalibaf Pepe, je dirais que Kalibaf est l'un des plus, tu sais. Il est tellement instruit, tellement civilisé. Il respecte tout le monde dans la pièce, tout le monde. Mais il est aussi extrêmement stratégique dans sa manière de parler. Tellement stratégique. Je l'ai observé pendant de nombreuses années. J'ai vu comment il est. Et c'est une personnalité immense. Je pense que l'administration Trump s'en rendrait compte avec le temps. Je crois qu'après le premier cycle de négociations, J.D. Vance a compris en partie qui est Kalibaf. Ce type n'est pas là pour intimider qui que ce soit. Il s'exprime simplement à sa manière. Il est tellement charismatique quand il parle, mais il sait exactement de quoi il parle. Il sait ce qu'il veut. Oui, il sait tout. Je dirais que c'est l'un des meilleurs négociateurs que l'Iran puisse envoyer à la table. Et c'est lui qui dirige actuellement les négociations du côté iranien. Oui, absolument. Nima, il y a quelque chose, compte tenu de ce que tu as appris et de ce que tu as entendu, de tes contacts, de tes sources. On parle beaucoup du fait que l'Iran pourrait proposer 5 ans sans enrichissement, alors que les Américains, dès le départ, en voulaient 20. Les gardiens de la Révolution l'ont complètement nié. Et évidemment, nous n'avons pas entendu en détail de Kalibaf ni d'Araghchi s'ils avaient réellement fait cette proposition. No confirmation. Non, aucune confirmation. Rien du côté iranien. Nous n'avons rien entendu de tel. 5 ans, 6 ans, 2 ans. Rien de ce genre. Et d'un autre côté, je trouve qu'il est tout à fait absurde de suggérer que les Iraniens aient accepté une suspension de 5 ans de leur programme nucléaire. C'est impossible, Pepe. C'est impossible. Quand on regarde la réalité de ce qui se passe actuellement en Iran, c'est impossible. Ils ne vont pas faire ça. Et l'autre aspect, c'est que toute la négociation sur le programme nucléaire à base d'uranium est une question très technique. Cela relève bien plus des équipes techniques que des figures politiques. Je pense que techniquement, ils peuvent faire quelque chose. Ils peuvent confirmer, ils peuvent négocier ensemble. Mais sortir avec cette idée que l'Iran a accepté 5 ans, je pense que c'est encore un mensonge. Ils diffusent simplement cela pour créer une atmosphère qui leur soit favorable dans les négociations. C'est de la propagande, tout simplement. Comme vous l'avez mentionné, c'est du marketing politique, rien de plus. Et puisque personne, enfin, vous avez mentionné le député, qui est, je dirais, une source totalement fiable. Il a dit cela. De quoi s'agissait-il exactement? Il a dit que tout tournait autour du détroit d'Ormuz. Les États-Unis demandaient 20 ans. Ils ont refusé. Voilà les principales raisons qu'il a évoquées. Essentiellement, le détroit d'Ormuz et le programme nucléaire iranien. Oui. Il y a autre chose. Voyons voir. Maintenant, ça m'a complètement échappé. Voyons si je m'en souviens encore. Non, je ne m'en souviens pas. Je suis désolé. D'accord, Pepe. Mais en regardant ce qui se passe en ce moment, les Émirats arabes unis sont allés en Chine. Et ils se font gifler. Je dirais qu'ils ont pris un coup de pied en pleine bouche. Peux-tu croire, Nima, que le fils arrogant et imbu de lui-même de MBZ soit allé à Pékin et rencontré Xi Jinping et lui ait fait la leçon sur la relation de la Chine avec l'Iran? Tu peux croire ça? C'est ce qui s'est passé. Et le ministère chinois des Affaires étrangères, eh bien tu sais, ils l'ont en gros rembarré du genre « rentre à ta place, retourne d'où tu viens ». C'est ridicule.
absolument ridicule. Mais cela confirme une fois de plus que pour toute fin pratique, les Émirats arabes unis sont en guerre avec l'Iran. Et le CGRI va devoir faire quelque chose à ce sujet, sans aucun doute. Ils ont déjà déclaré, la déclaration la plus modérée qu'ils aient faite publiquement, qu'ils refusaient de payer les péages dans le détroit d'Ormuz. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Envoyer une armada émiratie? C'est ridicule. Mais en pratique, c'est très, très sérieux. Et c'est indirect. Et n'oubliez pas, ils sont membres à part entière des BRICS, comme l'Iran. Nous avons donc 2 membres des BRICS en guerre l'un contre l'autre. Et évidemment, comme les BRICS sont aujourd'hui dans le coma, je suppose qu'aujourd'hui et demain, à Moscou, pas en Iran, c'est à Moscou et à Pékin. Maintenant, mon cerveau est complètement embrouillé. La rencontre entre Lavrov et Wang Yi, à Moscou, entre aujourd'hui et demain. Cela en fait partie. Ils vont devoir en parler, car ce sont les 2 principaux membres des BRICS. Ils ont 2 membres en guerre. Et bien sûr, le fait que les Émirats arabes unis soient une station sioniste dans le Golfe Persique. Ils sont profondément liés au système sioniste international, en particulier à la circulation de l'argent, avec toutes leurs promesses d'investissement dans l'économie américaine, la construction de centres de données aux Émirats, etc. Je vois ça comme le principal problème dans tout le Golfe Persique. Que va faire l'Iran avec les Émirats arabes unis? Pas les Émirats arabes unis dans leur ensemble, Dubaï et Abu Dhabi. Dubaï n'a pas grand-chose à faire, car le modèle économique de Dubaï est déjà mort. Mais Abu Dhabi, c'est une autre histoire. La manière dont ils vont gérer Abu Dhabi reste incertaine. Mais cela ne peut pas continuer ainsi, car pour toute fin pratique, venant d'Abu Dhabi, c'est la guerre. Et si l'on compare cela à l'Arabie saoudite, qui autrefois était favorable à la guerre contre l'Iran, maintenant, il supplie pratiquement l'administration Trump, rien que ces dernières 24 heures, de mettre fin au blocus du non-blocus, parce qu'ils savent ce qui pourrait arriver. Géoéconomiquement, évidemment, l'administration Trump ne prend jamais en compte ces détails. C'est trop sophistiqué pour eux. Ils ne comprennent même pas les conséquences. Mais les Saoudiens, eux, les comprennent. Tout le système du CCG s'effondre rapidement sous nos yeux. Non seulement il est déjà divisé, mais il se désintègre de l'intérieur, du côté, disons, le plus favorable à la guerre contre l'Iran. Le Qatar et Oman savent déjà ce qu'ils vont faire. Ils sont neutres. Ils essaient d'établir une relation avec l'Iran. Ils savent où cela mène. Le nouveau régime juridique dans le détroit d'Ormuz sera entre l'Iran et Oman. Ils ont déjà commencé à en discuter. Du côté iranien, c'est plus ou moins défini. Ensuite, ils doivent discuter du partage des Tumbus, exactement. Et rien de tout cela ne va changer. Et les blocus américains imposés par un gamin de 4 ans qui se prend maintenant pour Jésus, ils ne vont rien changer. Rien du tout. Et c'est ça, Nima, parce qu'une fois de plus, tout ce désordre nous ramène à la grande image qui, encore une fois, n'est qu'un autre chapitre de la grande guerre. Les États-Unis contre la Chine. Et ils commencent à utiliser toutes les ruses possibles. Donc s'ils perdent le détroit d'Ormuz, c'est fini. Ils vont attaquer à Malacca ou ailleurs. Sans aucun doute. Sans aucun doute.